Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. On va parler d'un framework web, comme il en existe beaucoup. Je m'appelle Nicolas et je découvre que Keynote a perdu un petit peu le focus. Je m'appelle Nicolas Martignol, ça fait une vingtaine d'années que je développe, essentiellement Scala aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de Java. Et quand je développe pas, je m'occupe maintenant de Lunatech France, une société de services dont je vais vous parler un petit peu. On est à Paris, à Niort, à Lyon. On était 5 en début d'année, on est 17 et on continue à recruter des juniors, des seniors, des développeurs passionnés, des gens qui ont envie de faire du Java et du Scala. Et on appartient à une maison mère qui est en Hollande, dont l'un des deux patrons est aussi l'un des contributeurs de Play 1. Donc vous allez voir un petit peu qu'on a une histoire assez proche avec Play Framework. Donc développeur depuis 97, j'organise aussi Devoxx France. Je vous parlerai de Devoxx France, mais vu du côté de Play Framework et au niveau du code. Si vous voulez me suivre sur Twitter et mon email. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler d'un framework qui existe depuis pas mal de temps, et en fait ce que je souhaitais faire sur cette présentation, c'était donner un petit peu en 2017 un état de l'art et vous partager un petit peu ce qu'on fait, notamment sur des vrais projets. C'est-à-dire que dans les conférences de développeurs, on voit souvent des personnes qui viennent de vous présenter des nouveaux outils, des nouvelles tendances, des nouvelles pratiques, et je vais faire à peu près la même chose pour les gens qui ne connaissent pas du tout ce framework-là. Et pour ceux qui le connaissent déjà, j'irai un petit peu plus loin et je vous partagerai un petit peu aussi. On va aller voir trois types de projets différents ensemble. Je vous partagerai du code, des choses que j'ai écrites ou des choses que des gens chez Lunatech ont écrit. On va regarder ça un petit peu ensemble. Donc Play 2, c'est un framework web, ça sert à faire des applications web. C'est un framework qui a maintenant une histoire assez longue, qui a beaucoup de caractéristiques techniques. Il est écrit en Scala, mais vous, développeurs, vous pouvez ensuite coder vos applications en Scala ou en Java. On va voir les deux langages aujourd'hui. On va voir un petit peu plus de Scala parce que je serai plus à l'aise pour vous faire du live coding et vous montrer comment ça marche. Mais on verra aussi du Java et notamment du Java 8. C'est-à-dire que le langage Java est un langage qui s'était un petit peu endormi, un langage de papy, diront certains, qui a plus de 20 ans. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, le langage se relance et au moment où je vous parle, il y a une conférence en Belgique qui s'appelle Devoxx Belgique où ils ont annoncé justement pas mal d'évolutions, pas mal de choses qui font que ça reste encore aujourd'hui un langage intéressant. Donc moi je travaille avec Scala qui est son cousin, qui est un langage qui tourne sur la JVM, qui est un langage orienté fonctionnel qui a 10 ans de moins, qui a été fait par l'une des personnes qui a fait Java. Vous allez voir un petit peu de code, donc si vous n'avez jamais vu de proc fonctionnel, vous allez voir, mais je vous rassure tout de suite, on va rester avec du code facile à lire. Donc si vous faites du TypeScript, par exemple, vous lirez très facilement ce qu'il va voir. C'est un framework qui, par rapport à ce que vous pouvez peut-être connaître dans d'autres langages, a la caractéristique qu'on va regarder ensemble d'avoir un typage fort. Donc qu'est-ce que ça veut dire en français, un typage fort? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous écrivez du code, que vous écriviez des écrans, des contrôleurs, des modèles, des routes, ce genre de choses, tout ce que vous écrivez est compilé. Et à partir du moment où c'est compilé, en fait, c'est-à-dire que moi, en tant que développeur, je gagne un super pouvoir qui est que le framework va vérifier à la compilation que ce que j'ai fait est correct. Et je vais vous montrer, je vais faire exprès de casser du code, on va regarder ensemble ce qui se passe justement quand on commence un petit peu à refactorer les choses et à les casser. Donc l'intérêt de Play Framework, c'est qu'il y a ce typage fort qui nous permet de gagner du temps. Ça a un coût, rien n'est gratuit dans notre industrie, je pense que vous le savez. Donc si vous comparez Play à Node.js, vous allez le voir tout à l'heure, c'est que le temps de compilation est évidemment plus important. Mais ce temps de compilation, pour moi, c'est un investissement. Ça me permet d'écrire moins de tests unitaires. Et ça me permet d'avoir une application plutôt sympa dans laquelle en fait, je peux travailler avec plusieurs développeurs sans aucun souci. Il est facile à apprendre, c'est-à-dire que chez Lunatech, on recrute des personnes qui ne connaissent pas le langage Scala, qui viennent du monde Java ou qui viennent du monde Ruby ou autre. Et on utilise ce framework-là finalement pour leur permettre d'apprendre Scala. Donc on leur apprend le langage au travers de ce framework web parce qu'en fait, c'est vraiment une porte d'entrée facile. Ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est qu'on évite de tomber dans la surcomplexité parfois
que l'on voit sur le langage Scala. Dans Scala, il y a une partie, on peut aller vraiment très loin et on peut vite écrire des choses très compliquées. Donc la bonne nouvelle, c'est que, que vous ayez 7 ans ou 77 ans, vous pouvez apprendre Scala. Vous pouvez aussi monter en compétence sur Java 8 avec ce framework-là. C'est plutôt sympa, ça marche plutôt bien. Un petit peu d'histoire pour quand même, on va faire un petit cocorico parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais Play est français au départ. Play 1.0, on remonte en 2009 et on va parler de Guillaume Bord dans le slide suivant. J'aime bien un peu parler d'histoire et vous allez voir, je vais parler un petit peu aussi de qui fait Play Framework aujourd'hui. Moi, je n'ai aucune action sur Play Framework et à la fin de la journée, si vous n'en faites pas, je ne gagnerai pas plus de sous. Et je vais donc aussi être un petit peu critique, notamment sur le framework tel qu'il est aujourd'hui. Donc Play 1.0, on est en 2009. Pour les plus jeunes d'entre nous, vous n'avez pas connu cette formidable époque, mais dans le monde Java, on n'avait pas grand-chose pour faire des applications web correctement. On avait surtout beaucoup de choses très très compliquées. Et moi, je baignais dans cet univers de complexité. À l'époque, je travaillais dans la finance chez un éditeur et mon rôle, c'était d'être en charge de la veille techno des frameworks web Java. Et j'ai découvert Play un peu par hasard. Et c'est vrai que c'est un framework qui a cassé les codes qui existaient dans la communauté Java. Et qui a repris tout de suite les bonnes pratiques que l'on voyait déjà du côté Rails pour le monde Ruby ou Django pour le monde Python. Et Play, en fait, pour vous l'expliquer rapidement, c'est la même philosophie que Rails et Django, mais sur la JVM. Donc Guillaume a commencé ça un petit peu comme un expériment en se disant est-ce que c'est possible de faire ceci, ceci, ceci. Et c'est un framework qui a rapidement pris son envol. Donc Play 1.0, il y avait du Java, il y avait du Python. Et pas de Scala à l'époque. Il y avait surtout beaucoup de magique, beaucoup de choses rigolotes, mais qui faisaient que la communauté Java, globalement, critiquait pas mal le framework parce qu'il était vraiment en rupture avec ce qui se faisait. Plus tard, un peu plus tard, on est en novembre 2011. On est en novembre 2011, on est à Devoxx Belgique et Guillaume et Sadek. Donc Guillaume Bord, il est chez Criteo et Sadek, il a quitté Singularity, il s'occupe maintenant d'un logiciel qui s'appelle Prismic. Donc ces deux développeurs qui sont à Paris décident de créer une V2, donc le Play 2 dont je vais vous parler et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Et ils ont sorti la version 1.0 en mars 2012, juste avant Devoxx France. Et ils ont décidé de casser tout et de recommencer et de refaire un framework en gardant la même philosophie mais en changeant de langage. Donc ils ont basculé de Java à Scala. Et donc 2012, ils sont tous les deux chez Singularity, Zenexity, Faber Novel. Et ils créent donc Play 2, que vous allez voir. Et ils ont vraiment créé la racine de ce framework-là. Mais comme disait Guillaume, dans la vie, il n'avait pas envie d'écrire que des frameworks web. Il a travaillé plus de 10 ans. Si on regarde un petit peu sur GitHub, le projet a à peu près 9800 stars sur GitHub. C'est l'un des frameworks web les plus populaires dans le monde Scala et Java. Côté Java, il y a beaucoup d'autres concurrents, bien entendu. Il y a beaucoup d'autres frameworks qui sont aussi bien. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qui développe Play 2. Et je vais insister particulièrement sur ce point-là pour que les gens qui connaissent déjà Play 2 se rendent compte un petit peu de ce qui se passe. Guillaume et Sadek ont arrêté de développer sur ce framework-là. Après la 2.3, on va voir un petit peu l'historique. Et le framework a été repris par Lightben, la société qui fait Scala, par une communauté open source, James Roper, Will Sergeant, qu'on voit juste ici. Et ils ont un peu changé la philosophie du framework et aujourd'hui, on va vers un petit peu plus de complexité. Donc si vous voulez, les personnes qui ont créé la version originale en 2012 ne travaillent plus sur ce framework-là, elles n'ont pas commité depuis début 2014. Et donc les gens qui font le framework aujourd'hui, qui continuent à animer la communauté, ainsi de suite, sont d'autres développeurs qui sont des indépendants, des salariés. Et forcément, je ne vous le cache pas que lorsqu'on change les gens qui font un framework, ou au moins qui décident, cela a un impact sur le code source. Je pense que dans vos équipes, vous travaillez sur des projets, il y a des gens qui arrivent, des gens qui partent. Et quand des gens arrivent, forcément, ils veulent imprégner un petit peu leur empreinte. Donc, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que aujourd'hui, on est dans la version 2.6. Alors, il y a une 3.0 dans les cartons et on aura certainement une 2.7 prochainement. L'image que je me fais aujourd'hui de Play Framework, c'est quand même comme l'étoile noire. Il y a beaucoup de choses.
La dernière version qui est sortie avant l'été a changé le squelette technique qui est derrière, qui sert à vous accueillir quand vous arrivez pour demander une requête. Ils ont aussi cassé beaucoup de choses. Et donc ce que nous on perçoit en suivant un petit peu ce framework-là, c'est qu'il reste très très bon. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Mais il va vers de la complexité. Donc ce que je vous présente aujourd'hui, je ne suis pas un avocat de la complexité. Moi, mon expérience, c'est que les choses simples sont plus efficaces. Voilà. 77 versions depuis 2012, donc c'est un framework qui est très actif avec beaucoup de contributeurs. Cette capture d'écran, elle est très vieille, elle a 3-4 ans, et quand les gens font des press sur Play 2, bah forcément ils essayent de dire qui s'en sert. Les contributeurs les plus actifs, c'est quand même LinkedIn, qui a beaucoup de ces services qui fonctionnent avec Play 2, uniquement sur Scala. Il y a beaucoup de sites web. Ce qui est plus intéressant, c'est d'aller chercher des sites web que vous connaissez peut-être. Et je vais vous parler notamment de clients de Lunatech, des clients pour lesquels nous on travaille et sur lesquels on met du Play 2 en production. Java ou Scala, donc un célèbre parc d'attractions à côté de Paris, des banques, des assureurs, des constructeurs automobiles, voilà, des gens qui livrent des paquets chez vous. Nous, chez Lunatech, on est 88 personnes et on fait beaucoup de Play 2. On fait beaucoup de Play 2, on fait du Play 2 pour faire des applications web, pour faire des back-ends, pour faire des microservices, complétés avec d'autres technologies autour de la stack Scala. À titre personnel, j'ai une autre vie, c'est-à-dire que quand je ne m'occupe pas de Lunatech, mon boulot c'est de m'occuper de développeurs. Quand je m'ennuie, le soir et les week-ends, j'organise une conférence avec deux associés. Et quand on a lancé cette conférence, s'est posé rapidement le problème d'avoir des outils. Pour venir parler aujourd'hui à BDX.io, on a soumis sur un appel aux conférenciers. Et le code de ce CFP, c'est le même que Devoxx France et c'est aussi une application avec du Play 2. Si vous allez sur le site Devoxx France, si vous achetez un ticket ou si vous voulez soumettre un talk, bah pareil, c'est des applications en Play 2, uniquement en Scala. Et quand je me suis posé la question pourquoi prendre cette technologie, en fait, c'est que le soir, les week-ends, on essaie quand même d'avoir une vie de famille. Et je voulais un framework simple, rapide, productif. Et je voulais vraiment pas perdre de temps avec de la complexité. Et encore aujourd'hui, voilà, maintenant les applications ont été reprises par d'autres personnes, mais ça marche plutôt bien. C'est quoi Play 2 ? Je vais vous parler de technique, mais avant de vous parler de technique, j'aime bien un petit peu, on va parler de philosophie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il a de différent? Et pourquoi ça serait vraiment super qu'en repartant tout à l'heure, vous preniez le temps d'essayer? D'abord, c'est un framework qui a été pensé, écrit par des gens qui connaissent vraiment le web, qui est très proche HTTP. Un framework, ça veut dire en fait que c'est un ensemble de décisions qu'on prend pour vous et que lorsque vous allez commencer à utiliser ce framework-là, il va avoir une opinion sur beaucoup de choses. Et ce que je dis souvent aux débutants, c'est n'essayez pas de combattre ou de modifier ce que fait le framework. Regardez simplement ce qu'il fait et n'oubliez pas que voilà, vous êtes dans un cadre logiciel. Des personnes avant vous ont réfléchi pourquoi on fait les choses de cette façon-là. C'est pour vous montrer des bonnes pratiques et c'est surtout pour vous permettre d'être efficace et de vous concentrer sur l'écriture des projets. Une chose qui est vraiment bien, qu'on voit sur des projets en Play 2, Java ou Scala, c'est qu'on arrive à faire travailler vraiment très facilement des développeurs ensemble. Pardon. On arrive à les faire travailler ensemble. C'est un framework qui est pas trop compliqué, qui structure énormément le code et qui fait qu'en fait, on peut faire monter des équipes très rapidement, se diviser le travail. C'est aussi une chose, à mon avis, qui est intéressante. Il a des choses asynchrones, on va en parler un petit peu plus longuement après. Et il a des caractéristiques techniques qui nous permettent aujourd'hui d'intégrer des architectures microservices. Alors, en keynote ce matin, on disait que c'est un buzzword, c'est vrai. Mais ce framework-là a l'énorme avantage d'être microservice ready. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. On va faire une petite démo, on va faire un petit peu de code. On va prendre un exemple assez basique pour vous montrer. On va utiliser du Scala. J'utiliserai Git pour récupérer des bouts de code pour ne pas passer trop de temps sur cette partie-là. Et après, on parlera d'asynchrone. Je vous expliquerai comment ça marche. Alors, tout le monde voit mon écran. Super. Donc, j'ai différents projets qui sont derrière. On va aller chercher mon éditeur de code. Voilà. Vous voyez bien là? Ça va?
Donc, Play 2, vous allez sur le site Play Framework, vous le téléchargez, vous le dézippez, vous pouvez prendre une coquille vide ou vous pouvez prendre un projet initial. Il y a de nombreux exemples de projets prêts à être utilisés. Si vous faites du front, Angular, React et ainsi de suite, vous pouvez prendre en fait un framework, un projet pardon, qui est déjà configuré, ce qui vous fait gagner du temps et qui vous permet de voir tout de suite des bonnes pratiques. D'accord ? Donc on ne part pas d'une page blanche, en général on part directement avec quelque chose qui fonctionne. Là j'ai pris la version Scala parce qu'elle sera moins verbeuse et ce sera plus facile pour faire du live coding. Et on verra la version à Java sur 2 projets, dont un qui est fait par un freelance. Mohamed, si tu m'entends, je vais montrer ton code, donc cache-toi. Je vous montrerai sur des vrais projets un petit peu de code. Voilà. Donc, Play 2, qu'est-ce que ça donne ? Une fois qu'on l'a lancé, je l'ai démarré avant de vous parler. Voilà, j'ai une superbe fenêtre. Et je vous disais tout à l'heure, c'est un framework avec un typage fort. Qu'est-ce que ça veut dire, un framework avec un typage fort ? Ça veut dire qu'en fait, les éléments qu'on va utiliser sont tous compilés. C'est un framework MVC, donc on aura une partie contrôleur. On va utiliser, là ici on a déjà écrit du code dans ce cas-là. On a un contrôleur qui nous dit bonjour, bienvenue. Pour que cette URL fonctionne, on a un fichier de route qui nous permet de dire lorsque l'utilisateur va taper / je voudrais que tu appelles cette fonction-là. Donc on peut changer ça en direct, on va mettre bdxio. Ici, voilà, on va laisser, et puis on va vérifier que si on vient là-dedans, bdxio, regardez ce qui se passe. Alors vous voyez là, je change mon code et je ne lance pas de script de compilation, je fais rien, je fais rien de magique. Alors ça rame un petit peu parce que j'ai relancé mon éditeur juste avant de commencer cette démo. Mais vous voyez ce qui s'est passé, j'ai changé mon code, je rafraîchis dans mon navigateur et ma modification est prête. Donc je n'ai pas arrêté mon application, je ne l'ai pas redéployé, et on voit que ça fonctionne, quoi. Donc si je vais sur l'une des pages là que vous voyez en ce moment, on va se mettre ici, on va mettre coucou bdxio, ça serait quand même vachement plus sympa. Donc là je vais sauvegarder, je reviens là-dedans, je rafraîchis, ça rame un petit peu ce matin, voilà bdxio. Ça rame un petit peu, vous voyez, si j'étais en train de faire du Node, ça serait instantané. Ça rame un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'opérations qui sont faites derrière. À la fin, c'est du bytecode Java qui tourne. Mais croyez-moi, quand on vient du monde Java, en fait, ça va quand même assez vite. En vrai, quand on travaille, comment on fonctionne, c'est qu'on utilise un outil qui s'appelle Live Reload, qui regarde le code que vous avez ici, et dès que vous perdez le focus de la fenêtre, il va lancer la compilation et rafraîchir dans Chrome. Je ne vais pas le mettre en marche maintenant, ça ne servira pas à grand chose. Mais en fait, l'expérience que j'essaye de vous expliquer, c'est que quand je bosse sur du Play, j'ai une fenêtre avec mon éditeur de code. J'aurais pu prendre VI, Emacs, Atom, Ultra Edit, enfin ce que vous voulez. Bon, là, j'ai pris IntelliJ, qui est un éditeur Java et Scala. Et ce n'est pas l'éditeur qui bosse, c'est en fait une console qui est derrière, qui regarde ce qui se passe, qui recompile et qui déploie automatiquement. Pourquoi c'est cool ? Parce que regardez ce qui se passe. Imaginons, je bosse avec un autre développeur, et puis je ne sais pas en fait trop ce qu'il a fait. Ici, là, je vais faire un hello bdxio. Voilà, je vais dire que je vais appeler une autre fonction. Donc je sauvegarde, elle n'existe pas encore. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? La fonction n'existe pas encore. C'est vraiment lent. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, Play va compiler, et quand ça ne se passe pas bien, les erreurs, vous allez les voir directement dans le navigateur. Donc là, il va me dire, écoute, la fonction hello bdxio là, que tu as déclarée, je suis désolé, mais elle n'existe pas sur ton home controller. Et quand vous cliquez là-dessus, hop, vous revenez directement sur l'erreur, et entre-temps, l'éditeur de code l'a aussi détecté. Donc quand vous avez des erreurs, quand vous avez des erreurs de compilation, ces erreurs-là, vous allez les voir, en tant que développeur, vous allez les voir immédiatement sur votre navigateur. D'accord ? Donc ça fait gagner du temps, c'est très pratique, et évidemment, ça, c'est parce que je suis en mode développement. En mode production, j'aurai une erreur, et le mode production, il n'y a pas ce que vous voyez là. Mais là, en mode développement, on voit immédiatement les soucis qu'on peut avoir. Et c'est vraiment, vraiment pratique. Ça fait gagner du temps, ça fait qu'en fait la console qui me dit aussi qu'il se passe quelque chose, je m'en fiche complètement, on va même la masquer.
et je vais pouvoir me concentrer sur mon code et je vais pouvoir donc écrire une petite application CRUD là en 10 minutes avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire très original. Si on regarde un petit peu la structure d'une application Play, on voit qu'il y a des répertoires contrôleurs, des répertoires modèles, des répertoires view. On imagine que s'il s'appelle comme ça, c'est qu'il y a une raison particulière. La réponse, c'est oui. Si vous voulez commencer à changer les noms des répertoires, il faut tout reconfigurer. Donc n'oubliez pas, vous êtes dans un framework. Le framework vous propose une organisation. Et je conseille aux gens qui ne connaissent pas, suivez simplement l'exemple et l'organisation des fichiers. Qu'est-ce qu'on a dans notre petite application? On a 4 contrôleurs. On en a un qui sait nous dire bonjour. Et il y en a un qui va nous intéresser, qu'on va coder ensemble, qui va nous permettre de créer un utilisateur. On va faire une entité web user. On aurait pu mettre autre chose. Le sauvegarder et le lister. D'accord? Donc, mon boulot, c'est d'essayer de coder de quoi en fait créer un web user. Alors un web user, c'est quoi? On va dire que c'est, alors ça c'est du Scala, c'est une classe avec un nom d'utilisateur et un âge. Ok? Donc après que j'ai défini ça, un web user, c'est super. Je vais lui attacher ce qu'on appelle un companion object, et dans ce companion object, je mets des éléments techniques qui vont me servir que pour mon framework web. Je vais créer un système qui va me permettre de transformer mon web user en JSON, et inversement, à partir d'un flux JSON, de recréer mon web user. Donc avec Play Framework, ça se fait en une seule ligne. Et je vais aussi créer un formulaire pour pouvoir justement créer ce fameux utilisateur. Donc, comment je déclare ce formulaire-là? Vous voyez, ça, c'est du code qui est compilé. Je vais dire qu'il y a un attribut user et un attribut âge. Ce user, je voudrais qu'il ne soit pas vide, donc je veux qu'il soit obligatoire. Et l'âge, je décide que c'est entre 18 et 99 ans. Donc là, j'exprime les contraintes de mon modèle. Je le mets sur ce formulaire-là. Je pourrais le faire porter sur la classe. On verra du code Java, comment on le fait en Java tout à l'heure. Et dans l'univers Scala, j'ai décidé de le faire comme ça. Donc là, j'ai mon entité et super, j'ai mon formulaire. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer à faire un petit peu ma tuyauterie. La première chose que je voudrais faire, c'est afficher un formulaire vide, vous savez, pour que vous puissiez saisir votre code. Donc ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu comment on écrit du code réellement en Play. Donc le Web User Controller, je vais aller voir mon fichier de route et on va regarder ce qui, s'il veut bien me donner la main, voilà. Donc dans mon fichier de route, voilà ce que je décide de faire. Je vais dire que quand on fera un user new dans mon navigateur, je veux créer un nouvel utilisateur, je vais le sauvegarder avec un post, donc j'appellerai la fonction save, et quand j'appellerai users, je voudrais lister tous mes utilisateurs. Okay? Donc mon new web user, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai juste besoin en fait d'appeler ma vue, mon template, qui est ici là. Et j'ai juste besoin de lui donner ce fameux formulaire et on va lui donner de vide pour l'instant. Donc ici, ce que je vais faire, vous voyez au passage que j'ai la complétion avec IntelliJ, ce qui permet de gagner du temps et d'éviter beaucoup d'erreurs. Là, il râle parce qu'il sait que cette page web, elle prend en argument un formulaire. Donc je vais aller chercher mon formulaire qui est là. Et si tout va bien, voilà, là il est content, vous voyez le rouge a disparu. Donc là je sais que mon code va compiler en fait. Je n'ai pas besoin de lancer des tests ou j'ai pas besoin de voir. Alors oui, c'est normal, BDX, on l'a retiré. User, new, voilà. Donc là on a notre page new user. Sauf que il manque le formulaire. A priori le développeur n'a pas fini son boulot. Donc déjà ce qu'on a fait, c'est qu'on a affiché cette page. Ok, super. Et on va aller voir un petit peu ce formulaire-là. Alors, pour les gens qui connaissent déjà Play Framework, je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui connaissent déjà. J'utilise ici une librairie externe qui permet de récupérer notamment Bootstrap et d'intégrer très facilement Bootstrap dans une application Play. Alors, on va faire comme ça évitera que je tape du code et que je perde du temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comment fonctionnent les templates Play? Donc, tout ce qui est vu est compilé.
Donc ici, en fait, le code que vous voyez, il est compilé à la fin. Il est compilé une seule fois pour toutes, et après, c'est vraiment, vraiment performant, puisqu'il n'y a pas de code dynamique. Donc Play est complètement à l'inverse d'une application qui serait faite avec du Node et de l'Express. On est sur des choses qui sont compilées, donc c'est performant, et ça permet aussi d'avoir un typage à la compilation. À quoi ressemble un template Play? C'est un fichier HTML, donc vous pouvez l'ouvrir dans un éditeur HTML. Et évidemment, ça ne ressemble pas non plus au HTML des pères de famille, c'est un petit peu spécial. Ici, j'utilise un moteur de template. Et il utilise une syntaxe qui a été créée par Sadek et qui historiquement vient du monde .NET. Les gens qui font du .NET, je crois que c'est Razor, le nom du framework web, ils ont pris ce framework web qui est vraiment, vraiment bien conceptuellement, framework de template, excusez-moi, et ils ont pris cette idée-là. Donc en fait, si vous tapez du code sans les arrobas, il sait que c'est du HTML. Et à partir du moment où vous commencez à utiliser arrobas, il comprend que vous êtes en train de taper du code Scala. Et alors, petit point important, c'est que même si vous faites du Play Java, les templates que vous voyez sont forcément en Scala. Donc même les gens qui ne veulent pas faire du tout de Scala, ils en font quand même ici dans la partie template. Ce template, c'est une fonction. Il prend en argument un formulaire. Le formulaire, c'est celui que j'ai mis ici, là. D'accord ? Donc ici, réellement, dites-vous que j'exécute une fonction qui est, j'appelle la fonction newWebUser, elle prend en paramètre un formulaire, et ce formulaire, c'est quoi? Alors ça, c'est la syntaxe Scala, c'est un formulaire de WebUser. C'est un formulaire qui ne sait créer que des WebUsers. À partir du moment où je fais ça, ici, j'utilise donc des tags pour éviter de taper du code et surtout avoir des fonctionnalités de génération de code assez pratiques. Je vais référencer mon save WebUser qu'on a déjà aperçu tout à l'heure dans nos fichiers de route. Je vais mettre différents champs, un bouton submit, et puis voilà, c'est tout. Donc si tout se passe bien, on va voir ce qui se passe de ce côté-là. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Donc du coup, on se retrouve avec un formulaire. On a dit que le username était obligatoire et que l'âge devait être entre 18 et 99 ans. Donc là, vous voyez, alors il y a du français et de l'anglais, parce que là, j'ai activé, on peut écrire des applications internationales. Si j'essaye de sauvegarder, là, en fait, il me dit, écoute, t'es sympa, mais il faut quand même que tu me donnes un nom d'utilisateur. On va dire que j'ai 12 ans, ce qui n'est pas vrai. Regardez ce qui se passe. Là, il manque la validation. Là, on arrive sur une action, il me dit, écoute, ok, super, mais là, tu n'as pas implémenté ta sauvegarde et notamment de vérifier que l'âge, en fait, il est entre 18 et 99 ans. Bon, on continue notre parcours. On va aller côté serveur. Je vais accélérer un petit peu, je vais tricher honteusement en allant chercher du code que j'ai déjà écrit, parce que je voudrais vous montrer la suite et je voudrais surtout pas y passer des heures et des heures et des heures. Hop là, voilà. Vous avez vu comment j'ai triché? C'est honteux. Donc, je viens d'implémenter magiquement ma fonction SaveWebUser. Alors, comment fonctionne Play? Notamment pour vérifier que le nom de l'utilisateur est bien renseigné et que l'âge est entre 18 et 99 ans. Ce principe-là est assez pratique en fait, c'est-à-dire qu'on récupère le formulaire que vous avez vu tout à l'heure, celui qui est là, et on voit que sur ce formulaire, j'avais mis des contraintes. J'avais dit que l'âge doit être entre une telle et telle valeur. Et à partir du moment où je fais ça, le bindFromRequest va prendre ce qu'il reçoit de la vue et va vérifier les paramètres. Et là, on est dans le monde Scala, et dans le monde Scala, on fait des trucs super sympas. On est capable, en fait, de vous retourner un petit sac qui a une case à gauche et une case à droite, et ce petit sac ne peut pas être rempli des deux côtés. Donc en fait, ce petit sac ne peut contenir soit une erreur parce que le formulaire n'est pas bon, soit un utilisateur valide. Donc là, c'est la magie de Scala. En fait, vous voyez à l'écran, c'est que la fonction fold, elle prend en paramètre deux fonctions, une pour traiter les erreurs et une pour traiter le cas où l'utilisateur est valide. En français, qu'est-ce que j'essaye de vous dire? C'est que ici, je fais mon traitement d'erreur. Donc je dis, si jamais ton formulaire n'est pas bon, le formulaire n'est pas bon, je voudrais que en fait, tu réaffiches la page et que tu râles par rapport à l'utilisateur. J'utilise un bad request, qui est la bonne façon de faire. Et le asError, en fait, son type, c'est un form WebUser. Donc en fait, c'est le formulaire de l'utilisateur à moitié rempli, mais en marquant le champ 1, 8 et 9, ils ne sont pas bons. On va voir ce que ça donne. Donc on revient ici. Regardez, un petit avantage de Play, c'est que là, comme je ne redémarre pas, je n'ai pas besoin de ressaisir mon formulaire. Nicolas 12, il y est toujours.
Alors il n'y a que 2 champs, mais imaginez quand vous faites des applications et il y a une trentaine de champs, il y a un état et ainsi de suite. Play n'a pas d'état, donc là je peux revenir, je sauvegarde, et là vous voyez cette fois-ci, il a râlé, il a fait un bad request et il m'a dit l'âge doit être supérieur à 18. Vous voyez, donc tout ça parce que dans le modèle, on a mis à un moment donné, on a dit ici, là, 18,99. Donc là, si je mets, allez, on va dire 20 ans, 21, on va dire qu'on est aux États-Unis. Donc si je refais encore la même chose, parce que j'aime bien insister, vous voyez le message, hop, il change. Donc tout ça, c'est dynamique. Allez, on va dire que j'ai 28 ans, 29 ans, ce qui est vrai. Et c'est super, j'ai créé un utilisateur, je peux en créer un autre, Bob, voilà. Alors, oui, voilà, et ainsi de suite. Et là, vous voyez mes utilisateurs apparaître. Un petit message pour vous dire que tout va bien. Comment on a fait ça? J'ai triché tout à l'heure, hein. Je vous ai dit qu'en fait, j'avais implémenté mon code. Si en fait mon formulaire est bon, j'utilise un service et je le sauvegarde. J'ouvre une petite parenthèse. Ici, vous voyez des choses qui piquent un petit peu les yeux et on se demande ce qui s'est passé. Une des dernières nouveautés de Play Framework depuis la 2.4, 2.5, c'est qu'on peut injecter des services. Donc en fait, là, dynamiquement, j'injecte un service qui est capable de sauvegarder un utilisateur. Et une fois que c'est fait, je réaffiche une autre page. En fait, je vais sur l'affichage de tous les utilisateurs et je mets un petit message pour remercier. Donc la question, c'est comment on a implémenté cette liste de tous les utilisateurs. Ah oui, alors là, en plus, il y a JSON, on verra ça après. Hop là, poum, poum, poum. Il y a juste ce code-là qui m'intéresse, en fait. Pas très compliqué, toujours le même principe. On a ce fameux template. Alors là, c'est une autre page, et on voit que cette autre page, elle prend une liste d'utilisateurs et que elle itère sur cette liste et elle l'affiche. Et donc cette liste-là, voilà comment je la parcours. Je l'ai triée par âge et ici j'affiche un tableau avec mes utilisateurs. Ok, vous voyez, c'est pas très compliqué, mais on se rend compte que côté front, il n'y a rien. Côté front, là, je suis en train de taper du HTML à la main. Et évidemment, on est en 2017, je sais, vous faites du React, de l'Angular, du poet.js, du YOLO.js et ainsi de suite. Donc je rassure tout le monde, ce que je fais n'est pas 100% des projets. Il y a beaucoup de projets où la partie front c'est fait avec autre chose que ce que je suis en train de faire. Mais pour pas mal de projets, ça c'est largement suffisant. Avec ça, on fait Devoxx France, on fait le CFP, on fait la registration, on fait le site web. Donc avec ça, on fait beaucoup de choses. Et je conseille aux gens de ne pas forcément sortir tout de suite l'artillerie lourde, de ne pas forcément sortir un framework JavaScript, surtout si c'est juste pour afficher un tableau. Ok, allez, on rebascule sur les slides, on va laisser notre code de côté, on va revenir sur cette partie-là et on va avancer un petit peu plus vite. Donc Play est asynchrone comme les Node.js, c'est un framework événementiel, c'est un framework qui dès le départ a été pensé pour être événementiel. Je vais me lancer dans une explication un peu acrobatique, donc écoutez bien ce qui va suivre. Dans la façon de concevoir les frameworks web depuis 2005-2006, l'approche classique, en fait, c'était que pour une requête entrante, on allouait la requête que vous présentez à une thread. L'avantage, c'est que c'est un modèle de programmation hyper simple. Imaginez, là, vous tous dans la salle, si vous voulez tous me voir en même temps, moi, j'ai que 2 oreilles, en fait, je ne vais pas pouvoir traiter toutes les questions que vous me posez en même temps. Donc, en fait, il y en a qui vont attendre et vous allez être bloqué, il va y avoir une longue queue dans l'amphi. L'approche threadée est facile à programmer, mais elle a un petit souci, c'est que lorsque vous développez des frameworks de ce type-là, et je sors du monde Java, ce que je raconte, c'est vrai pour le PHP, c'est vrai pour d'autres frameworks, vous êtes vite embêté quand vous devez dépendre d'autres services ou dépendre d'une base de données ou dépendre de choses qui sont bloquantes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Dans le monde Java, on a sorti Java NIO en 2009, donc vous voyez, ça commence à dater. On l'a mis dans un framework qui s'appelle Netty. Et on a pris cette approche orientée événement. Et puis un peu plus tard, il y a un framework très populaire qui est sorti, qui est Node.js. Et Node.js et Play ont cette caractéristique, ce sont des frameworks orientés événement. C'est un framework asynchrone. Play est asynchrone complètement dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez, vous venez tous me voir, je vais avoir qu'une seule thread,
Cette thread elle va pouvoir traiter chacune de vos demandes. Et si par exemple vous venez me voir et puis Sébastien doit aller chercher un papier, pendant que Sébastien va chercher un papier, quand je suis en architecture événementielle, Sébastien me relibère et je peux prendre une autre demande. En architecture threadée, si Sébastien va chercher un papier et revient, je dois, moi, attendre qu'il revienne me voir pour continuer. L'architecture événementielle découple les requêtes des threads. D'accord ? Et ça permet d'avoir beaucoup moins de threads pour traiter beaucoup plus d'événements. Et donc une architecture asynchrone, événementielle, c'est très bien quand vous dépendez d'autres services. Allô, on est en 2017, microservices, vous voyez vers quoi je voudrais vous emmener. Les frameworks threadés, vous en connaissez tous, vous en avez certainement tous fait dans votre vie. Dites-vous que c'est un modèle de programmation qui est robuste et qui est plutôt bien. On fait quand même des sites qui marchent très bien, il ne faut pas non plus tirer sur l'ambulance. On fait beaucoup de choses très bien, c'est robuste, on sait optimiser, on sait que sur la JVM, il faut mettre plus de threads, et puis quand on n'a plus de threads, on n'a plus de threads. Voilà. Les frameworks événementiels, il en existe plus que ce que j'ai représenté ici. Ils ne sont pas plus rapides, mais ils sont plus adaptés lorsque votre application web dépend de tiers qui sont plus lents. Base de données, base NoSQL, web service, d'autres services, et ainsi de suite. Et là, ça devient vraiment intéressant dans les architectures microservices. Ce que je vous dis est vrai aussi avec Node, mais c'est plus facile à faire avec du Play. Et de plus en plus, c'est vrai que, je ne sais pas si on est des midinettes, mais c'est vrai qu'on a tendance à découper les services. C'est une chose que nous, on observe dans l'industrie. Il y a plusieurs années, en 2012-2013, je travaillais dans une boîte qui faisait le Google du voyage. Et on essayait de trouver très rapidement, en fait, vous dites, voilà, je voudrais partir en Thaïlande la semaine prochaine. L'idée du service, c'était de trouver le meilleur vol, le meilleur hôtel, et trouver une location. Et à cette époque-là, on a utilisé Play Framework. Et on a pu voir qu'effectivement, si votre application dépend de services extérieurs et que vous devez coordonner ces services-là, une architecture événementielle, c'est vachement mieux. C'est vachement mieux, ça coûte moins cher et ça peut monter en charge avec beaucoup moins de machines. D'accord ? Mais malheureusement, tout n'est pas magique, c'est-à-dire que le modèle de programmation est beaucoup plus compliqué. Et encore aujourd'hui, même en lisant la doc de Play et même en regardant ce que écrivent les gens, on se rend compte que c'est difficile à expliquer. Alors je le dis pour les gens qui connaissent Play Framework, là je regarde bien la caméra dans les yeux, toutes les actions de Play sont asynchrones. Ne mettez pas async partout, c'est asynchrone par défaut. Le mot async que vous voyez sur les actions ne sert que lorsque vous dépendez d'un service qui, lui, vous retourne des futurs. Voilà, donc c'est une petite parenthèse pour les développeurs Play, mais il y en a plein qui ne comprennent pas qu'en fait, le framework, il est asynchrone complètement. Quand allons-nous avoir des petits soucis ? Dès qu'on commence à jouer avec les bases de données, quelles qu'elles soient, qu'on fait des entrées-sorties, ou beaucoup plus couramment qu'on utilise des web services. Vous êtes intégré avec l'API de GitHub, vous êtes intégré avec du paiement, et ainsi de suite. Là, ça commence à ramer, et là, ça devient intéressant d'utiliser ce genre de choses-là. Une petite démo pour vous montrer. Donc, démo numéro 2. On va shooter notre copain. Ok, on va juste avoir besoin de la console. C'est marrant, je déteste faire ça. Je suis pas bon, je sais pas trop. Réfléchissons vite. Ok. Alors, tu es où mon copain? Toi, j'ai pas besoin de toi. Toi, on va te fermer pour l'instant. Et l'autre, il est caché. Il est caché où l'autre? Voilà. Vite, une petite démo parce que sinon, on va regarder en fait ce qui se passe dans la console et on va aller voir, juste regarder ce qui se passe dans la console. Je vais vous expliquer du code. Alors, déjà, un exemple de code asynchrone. On va recharger une liste d'utilisateurs. Alors, on va juste vérifier qu'elle fonctionne. A priori, c'est bon, elle est là, super. Et on va appeler une fonction qui fait croire qu'elle charge une liste d'utilisateurs à partir d'un autre site. D'accord ? Donc, quand je fais remote test, alors on a du JSON, je vous expliquerai pourquoi. Mon application Play va discuter avec une autre application qui lui donne les utilisateurs et elle l'affiche. Okay ? Donc on fait croire qu'on dépend d'un autre service. Pourquoi il faut rendre ça asynchrone ? Parce que l'histoire de Sébastien qui monte sur scène, qui va chercher le papier, si vous ne le faites pas, votre application elle va se bloquer et si 10 visiteurs le font en même temps, votre site web va s'arrêter, il ne va plus rien se passer. Comment on fait ça ? Et là vous allez voir que le code ça pique un petit peu plus.
on écrit une action, comme tout à l'heure on l'a vu. Cette fois-ci, on a un indicateur qui va se passer quelque chose d'asynchrone. Et en fait, ici, voilà, j'appelle une URL. Alors, pour la démonstration, je m'appelle moi-même, mais je pourrais appeler un autre service. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, cet appel retourne une réponse dans le futur. C'est-à-dire que c'est un pointeur vers une future réponse et le code n'est pas bloquant. Pourquoi il n'est pas bloquant, Nicolas? Très bonne question. En fait, regardez ce qui se passe dans la console en bas. J'ai mis un start, j'ai mis un end, et ici j'ai mis coucou, je suis en train de répondre à ta question. Et si on regarde ce qui s'est passé en bas, effectivement, on voit bien que au moment où j'ai appelé mon service, tout ce code-là, en fait, c'est un code que je programme qui ne s'exécute pas avec la thread qui vient visiter ce code-là. J'indique en fait à Play Framework, là tout ce qui est en bleu, c'est du code que je voudrais que tu exécutes avec autre chose que la thread principale. Et donc je rends la main. Ce code-là va vivre sa vie, il va aller chercher sur une socket le code et il va retourner une future réponse et tout ça sans bloquer. D'accord? Donc vous voyez, c'est un exemple le plus simple qu'on peut faire en Play pour vous montrer qu'en fait, on peut écrire du code complètement asynchrone. On ferait la même chose à peu de choses près en Node, mais ça serait un petit peu plus compliqué. Ok. Les vraies applications, les vrais projets. Ce qu'on fait aujourd'hui, en 2017, sur des projets, c'est que Play est un framework assez riche. On retrouve beaucoup de frameworks pour faire de la sécurité. On fait beaucoup de choses avec aussi de l'asynchrone. Et Play Framework est construit sur maintenant HTTP et Netty. Et donc Play Framework embarque un framework d'acteurs. Alors, ce n'est pas un truc pour faire des films à Hollywood. C'est un système qui permet en fait de décrire des tâches métiers que vous voulez traiter de manière asynchrone. Ouais, j'ai rien compris. Exemple, je vais sur un site internet, j'ai oublié mon mot de passe, je fais forget password, je mets mon adresse email, je clique sur envoyer, et là, un peu plus tard, magiquement, je reçois un email me donnant un nouveau mot de passe. Ce système de traiter de manière asynchrone et détacher l'envoi d'email, quand on fait une application Play, on le fait avec des acteurs. On décrit le métier et on l'externalise et on le met dans l'application web. Ça permet de faire des traitements complètement asynchrones sans qu'en fait, il y ait même une interface web ou un client web. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment sympas. On finira par ça. Je vais avancer sur cette partie-là. Quand vous faites du Play Framework et que vous voulez sécuriser login, mot de passe, OpenID, SAML et ainsi de suite, sachez qu'aujourd'hui, on a quand même un écosystème qui est très mûr et qui donne beaucoup de frameworks. Alors, il en existe deux. Deadbolt est une librairie qui fait du Java et du Scala. Silhouette est très intéressante, mais elle ne fait que du Scala. À quoi ça sert ce genre de choses? Ça sert à faire un site comme mydevox.fr que vous pouvez aller voir. C'est un site sur lequel vous pouvez vous inscrire et vous pouvez vous authentifier à votre compte GitHub, Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, tout ce que vous voulez. Et on n'a rien codé derrière. On a utilisé ce framework Silhouette pour ajouter ces providers au hôte et ça permet de s'inscrire, de resetter son mot de passe, ainsi de suite. Donc ça permet de démarrer rapidement un projet sans devoir coder soi-même beaucoup de tuyauterie. Je vais terminer par un petit peu de Java et donc je rends hommage à un freelance qui bosse chez nous qui s'appelle Mohamed Haris. Je vais montrer son code en Java. On va parler un petit peu Java pour que vous voyez quand même, si vous ne connaissez pas la version Java de Play. Nicolas, pourquoi tu t'es lancé dans 5 fenêtres des fois? Je me demande. Allez, vite. En plus, je perds du temps précieux. Je sais, après moi, il y a le déjeuner, donc Ouais. Après moi, il y a le déjeuner, quoi. Ok, on va plutôt faire ça. Je vais changer mon fusil d'épaule. Donc là, je change mon fusil d'épaule et je vais parler un petit peu de Java. Ce que vous voyez, c'est plus du Scala. Et je voudrais vous montrer en 2017 qu'on peut faire aussi des applications Play Framework avec du Java. Ça reste très proche. Il y a quand même 2-3 choses qui changent fondamentalement. La gestion des formulaires est vraiment différente. Et là, le code que vous voyez, c'est du code Java. Je voudrais vous montrer notamment une petite application CRUD. Donc ça, c'est un exemple que l'on donne en formation. Donc tout à l'heure, on avait un web user qui tenait une seule ligne. Donc là, on a un product qui est en fait un produit et qui est stocké en base de données. Et pour le stocker en base de données, en fait, avec Play Framework, on utilise eBean. Ça permet d'avoir la persistance. C'est pas un ORM, c'est un système de gestion de la persistance. On n'écrit pas de SQL. Et vous voyez ce que j'ai fait, j'ai annoté mon produit. Donc là, on n'a pas le web user de tout à l'heure, on a des choses un petit peu plus compliquées. Et les annotations que vous voyez, c'est des annotations standards de Java.
Alors après, c'est du Java, donc c'est un petit peu verbeux, on retrouve beaucoup de choses. Et un truc qui choque un peu les puristes, c'est que dans mon entité, je me retrouve avec des fonctions. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est une caractéristique qu'on avait vue en Play 1 et qu'on a gardée jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'en fait, on appelle cette approche Rich Domain. En fait, on n'a pas peur de mettre du code de service dans les entités. Alors évidemment, il faut juste voir que ce sont des pointeurs vers des services, des fonctions. Mais ça, c'est assez courant quand vous écrivez du Play. Vous n'êtes pas obligé de tout séparer avec des différentes classes. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus sur la version Java? Au niveau du code, je voudrais vous montrer un petit peu de code à la sauce Java 8. Et ça, notamment, ça devrait intéresser... voilà. Alors... Java 8 offre beaucoup de choses intéressantes. Et là, c'est un service que l'on fait faire en formation où en fait les étudiants doivent écrire un service qui va chercher des images de produits et qui met à jour une base de données avec des chaises, des tabourets, ainsi de suite. On utilise un service de Microsoft pour le faire. Et là, où tout à l'heure on avait des futurs en Scala, en Java on aura des completion strings. Et moi j'aime beaucoup en fait cette façon d'écrire, c'est-à-dire qu'on retrouve des choses qu'on voit couramment en Scala. On va chaîner en fait les traitements que l'on souhaite faire pour effectuer son traitement. Donc la version Java est aussi à jour que la version Scala. Côté vue, c'est du Scala, donc si vous ne vouliez pas en faire du tout, c'est loupé. Là. Ici, le code que j'ai, c'est du code Scala. Après, côté serveur, c'est un peu plus productif. Là, je ne vais pas lancer l'application, mais quand vous faites ça, en général, ça va un petit peu plus vite. Allez, il me reste 2 minutes. Ouais, 2 minutes. J'ai le temps de lancer une petite démo avec du GraphQL. Plutôt sympa. Donc là, j'ouvre un autre projet. Si je veux lancer Play, en fait, je lance SBT, qui est le MECF, l'outil de construction Scala, Scala Build Tool. Donc c'est comme ça, en fait, si j'étais en dehors d'IntelliJ, que je pourrais lancer mon application. Et là, vous voyez, je fais Run, et il me dit qu'il écoute sur le port 9000. Ok, c'est super. On va aller voir ce qui se passe sur le port 9000. Donc là, il devrait se passer des choses. Pourquoi ça rame? C'est normal, il est en train de compiler. Là, il le dit d'ailleurs. Il dit, voilà, je suis en train de compiler. J'envoie tous les fichiers à la NSA, comme d'habitude. Hop. Donc là, grand suspense. Je me demande si j'ai lancé mon Go. C'est pour ça qu'il faut... On va tenter le coup. Allez-y. Est-ce que le dieu des démos est avec moi? Yes, il est avec moi. Super. Cette petite application Java, utilise Mongo et utilise des modules que vous pouvez trouver. Et notamment, je voulais vous montrer un petit module que j'aime bien, qu'on utilise pour faire des API. Alors, vous pouvez faire des API REST ou vous pouvez faire des API GraphQL. C'est quoi une API GraphQL? Très bonne question. Les API REST, vous connaissez, c'est plutôt classique. GraphQL, c'est vachement intéressant. Ça permet en fait comment s'en servir? Ça permet en fait d'écrire des requêtes où en fait, au lieu de poser des questions précises à votre API, vous pouvez envoyer un masque d'objets et récupérer ces objets-là. Je ne vais pas avoir le temps de le faire, je suis désolé. Bon, je vais être un peu short en termes de temps, donc je vais juste essayer de remonter quelque chose. On va juste vérifier si ça marche. Voilà. Donc GraphQL, pour terminer sur ce point-là, donc ça n'a rien à voir avec Play Framework, vous pouvez en faire en JS et ainsi de suite. Mais si vous faites du front avec du React, c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Et sachez que côté Play, c'est vraiment facile d'intégrer pour exposer un endpoint GraphQL. Et là, vous voyez, je tape sur mon application, j'utilise GraphQL qui est un client JavaScript, et je peux taper, j'avais préparé une petite démo, je peux taper sur mes entités qui sont dans ma base Mongo. Ce code-là sera mis sur le repo de Lunatech pour que vous puissiez le regarder et voir des exemples d'applications prêts à être utilisés avec du code d'une application de production.
Je vais m'arrêter là pour garder un tout petit peu de temps pour les questions. Sinon, vous pourrez venir me voir après la présentation et je serai content de répondre à vos questions. Je vous remercie. J'espère que voilà, vous avez pu voir un petit peu ce que donnait Play Framework. Et puis, je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Peut-être une question? Non. Ah, une question devant. Juste devant. Ouais. Une petite question donc, sur le côté asynchrone dans le monde Java, mais ils ont aussi des API Scala et compagnie. Il y a Vertex qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Oui. Tu as un avis dessus ou pas? Oui, Vertex a la même architecture. Après, Vertex, je pense que c'est un framework qui a un cran en dessous en proposition par rapport à Play. Je pense que la philosophie de Vertex, c'est vraiment plus la philosophie de Node. Et Node tout seul ne fait pas grand-chose. Donc Express est par-dessus Node. Je pense que Vertex plus quelque chose d'autre serait peut-être plus proche de Play. C'est-à-dire que Play, je pense qu'il essaye de couvrir plus de choses. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, je pense que c'est juste une approche qui est différente, quoi. Après, maintenant, je sais que le projet Vertex a été repris par les équipes en France et je pense que le projet a une autre dynamique. Il s'était un petit peu endormi il y a 2-3 ans, mais avec les gens qui bossent maintenant, là, les Français qui bossent dessus, je pense qu'il y a des choses à voir, quoi. Voilà. Donc j'utiliserai plus Vertex pour faire API REST, des choses peut-être sans interface graphique, et je prendrai plus Play pour le côté peut-être plus basique, et voilà. Plus de temps, pas de questions. Merci beaucoup, bonne conférence, au revoir.